Bonjour Hélène Clément-Pittiot. Bonjour Frédéric. Vous êtes économiste, chercheuse au CEMI, c'est le centre de l'EHESS. Alors on explique pour les internautes que le CEMI c'est le centre d'études des modes d'industrialisation de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est dirigé je crois par l'économiste Jacques Sapir. C'est cela même. Et actuellement, vous travaillez à Moscou, où vous observez les activités des entreprises françaises qui ont leurs activités en Russie. Oui, c'est-à-dire qu'on a un contrat de recherche dans le cadre de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'homologue russe de cette fondation en Russie. Et nous avons travaillé depuis 2-3 ans avec une équipe de l'IPENRAN, l'Institut de prévision de l'économie nationale, sur ce problème, sur ce sujet qui est devenu en fait presque un problème avec les sanctions. Ah d'accord. Voilà. Au début, et comment les entreprises françaises en Russie survivent-elles aux sanctions? Elles survivent avec courage, détermination et à l'image d'un des chefs de file des entreprises françaises en Russie, Philippe Pégorier, lui-même est ravi de soutenir le développement des relations franco-russes en expliquant sans arrêt à ses homologues et surtout aux maisons mères combien les relations entre la Russie et l'Europe sont importantes et combien les relations entre la France et la Russie sont déterminantes pour nos entreprises et pour leur activité, voire même dans le monde, leur image. Écoutez, c'est parfait, ça rentre tout à fait dans l'esprit du site de l'Eurasie Express et nous souhaitons beaucoup de progrès aux entreprises qui travaillent sur place. Donc vous êtes venu à Paris ces jours-ci pour participer à la 51e session du séminaire franco-russe qui a lieu depuis un peu plus de 25 ans. Parce que ça fait à peu près 25 ans que nous avons ces séances biannuelles, une en Russie et une en France chaque année, pour faire état un peu, comparer un peu nos perspectives sur la Russie et la France dans cette période longue, avec nos collègues de l'Académie des sciences. Voilà. Alors vous, Hélène, à cette occasion, vous avez présenté un exposé sur l'Union économique eurasienne. Oui, eurasiatique, oui. Alors, comment dit-on? Union économique eurasienne ou Union économique eurasiatique? Alors, pour simplifier, moi j'utilise UEE. Disons que... Mais si on veut développer le sigle. Si on veut développer le sigle, déjà, j'ai été surprise de voir qu'il y avait un sigle qui symbolisait bien l'objet de cette union, qui est de relier des espaces. Et en fait, je crois que c'est ça sur ça qu'il faut insister, c'est d'abord partir d'une observation géographique. L'Eurasie, ou l'Union eurasiatique, c'est d'abord un lien entre une Europe et une Asie. Et donc c'est, disons, un espace où le soleil ne se couche jamais, de l'Europe jusqu'à l'Asie. Et cet espace, il doit être relié pour que l'économie fonctionne dans toutes ses dimensions, relié pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait des échanges de culture. Et je crois que c'est ancestral ces liens au sein de l'Eurasie. Et excusez-moi d'insister sur le point, ce qui m'attriste un peu, c'est que ce thème de l'Eurasie, dans les débats en Europe et en France, sont exclus de la préoccupation. On veut isoler, on veut isoler la Russie, mais ça c'est pour des raisons politiques, mais on se prive du sens même d'une histoire longue de cet espace géographique. Oui, Hélène, vous avez raison de dire qu'il est peu question de l'Eurasie dans les médias ici en Occident et particulièrement en France. Mais n'est-ce pas dû au fait que c'est une réalité extrêmement complexe à saisir dans sa structuration actuelle et d'abord dans sa réalité géographique? Vous avez parlé d'un espace sur lequel le soleil ne se couche jamais, tel l'empire de Charles Quint. C'est un collègue qui a repris ce thème dans le séminaire. Est-ce que vous pouvez préciser davantage sur le plan géographique en quoi consiste l'Eurasie?
Alors, l'Union eurasiatique est en fait une entité institutionnelle très précise. Elle est issue d'un groupement de l'Union douanière. Et ça, c'est l'Eurasie au plan institutionnel. Au plan Mais institutionnel. d'abord sur le plan géographique. Sur le plan géographique, c'est tout l'espace qui relie, donc comme j'ai dit tout à l'heure, notre espace européen, que nous connaissons, à l'espace asiatique, au monde asiatique. Donc c'est un continent. C'est-à-dire Chine et Inde compris. Vous avez toute une palette de peuples, de diversité, et Est-ce surtout... que ça va jusqu'au Vietnam, à la Corée à mon sens, oui. À mon y sens, compris oui. jusqu'au Japon, alors peut-être C'est un petit saut dans la mer, mais pourquoi pas. Donc sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, en fait, l'Eurasie, c'est un espace d'union économique eurasiatique qui a vu le jour le 1er janvier 2015. Donc c'est assez récent comme processus institutionnel. Il rassemble la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan, l'Arménie s'est joint, le Kirghizistan aussi, et quelques autres pays sont en négociation pour rentrer dans cet espace, qui est avant tout un espace d'échange libéralisé entre la main-d'œuvre, le capital, les produits, avec des négociations aussi sur les échanges par secteur. Et si je dois donner une spécificité, il me semble, aussi pour marquer une différence avec ce que nous avons l'habitude dans l'espace économique européen, c'est que le premier mot n'est pas le mot de concurrence. Il ne s'agit pas de mettre des pays en concurrence. Il s'agit de les rassembler pour peut-être corriger des faiblesses et les renforcer. Pour coopérer. Voilà, pour coopérer. Parce que c'est vraiment la coopération. Moi, dans les termes, il y a une ambiguïté entre la volonté de coopérer et la volonté de mise en concurrence. Et il y a une opposition parce que ce thème de la concurrence, c'est un thème qui peut être prédateur. Et on l'a vu dans l'histoire, et on le voit dans l'histoire de l'Europe en ce moment. On a un peu l'impression qu'il y a des acteurs qui sont prédateurs sur d'autres acteurs. Alors revenons à l'Union économique eurasiatique en tant qu'institution. Elle a été créée, comme vous l'avez dit, en janvier 2015. Sur la base de l'Union douanière aussi. Elle fait suite justement donc à l'Union douanière. Voilà, c'est un pas de plus. C'est un pas de plus. Alors en quoi consiste ce pas de plus par rapport à l'Union douanière préexistante? Disons que c'est un pas de plus. Il est peut-être de nature symbolique aussi. Il se donne à voir. Il se donne à voir dans une perspective plus grande qui est un partenariat avec l'Asie. Parce que ce cadre de l'Eurasie, c'est maintenant le cadre de la route de la soie, des nouvelles routes de la soie. Donc c'est vraiment un partenaire central pour les pays asiatiques et en particulier pour la Chine. Alors est-ce que l'Union économique eurasiatique a vocation à intégrer la Chine et l'Inde? Alors, je pense pas parce que... Là, vous venez de parler de la route de la soie qui est un projet chinois. Oui, mais c'est l'idée de relier. Et en fait, cette liaison, elle existait, on la retrouve. Donc, la liaison avec la Chine ou les pays de l'Asie du Sud, disons que c'est plutôt par l'organisation de coopération de Shanghai que je la vois. Où là, c'est une organisation de sécurité d'un espace. Et l'Eurasie, au sens de l'Union économique eurasiatique, est un participant à cette coopération de Shanghai, à ce projet d'assurer une sécurité économique, aussi une sécurité vis-à-vis des dangers, du terrorisme, et peut-être plus aussi des dangers en termes militaires. Alors vous voyez, Hélène, il y a une réelle complexité de la réalité dont on cherche à rendre compte là, parce que vous avez cité l'organisation de coopération de Shanghai qui intègre les mêmes participants que l'Union économique eurasienne, plus la Chine et plus récemment l'Inde et le Pakistan. Oui, mais pour les questions, l'Iran. Oui,
En effet, il y a des partenaires associés qui vont devenir peut-être membres à part entière, mais il y a également, vous venez de parler de sécurité, l'OTSC, c'est-à-dire l'Organisation du traité de sécurité collective. Vous voyez, ce que je voulais dire tout à l'heure de la complexité du processus en cours explique peut-être le fait qu'on en parle peu de cette intégration eurasiatique. Je pense qu'il y a des processus un peu différents à différentes échelles. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui sont peut-être plus locaux, avec des préoccupations locales, en particulier les approvisionnements sur l'eau. Disons que si je vois faire un parallèle, notamment le Kazakhstan, c'est ça. Voilà, les problèmes avec l'Asie centrale. Mais je pense que si on peut faire l'analogie avec ce qu'on connaît de notre côté, avec l'Union économique européenne. C'est vrai on que a aussi l'OTAN. La complexité aussi la de ce côté-là. La complexité est aussi quand même pas... On empile les institutions, on empire les bureaucraties. Et je dois dire que ça, c'est peut-être un danger de prendre l'exemple sur la structuration des relations économiques et sécuritaires en Europe, d'empiler les institutions et d'arriver à une bureaucratie rhétorique. Hélène, vous avez parlé tout à l'heure de l'Union eurasiatique européenne, du processus d'intégration eurasiatique, comme d'un espace de coopération que vous opposiez aux relations économiques traditionnelles qui sont faites de compétition. Mais je ne dirais pas des relations économiques traditionnelles. Puis-je terminer ma question, oui, pardon. N'y a-t-il pas cependant dans cet espace eurasiatique une petite concurrence ou même une grosse concurrence à venir entre la Russie et la Chine pour la domination de cet espace eurasiatique qui est aussi convoité par les États-Unis qui interviennent comme... Alors, je pense que précisément la route de la soie est un lien de nécessité entre cet espace central entre l'Europe et l'Asie, et peut-être un moyen de dépasser l'antagonisme opposition Russie-Chine. Il y a d'autres acteurs, et d'autres acteurs qui ont des intérêts de partenariat avec les deux. Sur le trajet. Sur le trajet, dans des domaines très divers. Et donc il y a une répartition des rôles possibles. Vous voyez, je vois une complémentarité pragmatique. Est-ce que ce projet commence à être réalisé et comment la coopération s'effectue-t-elle concrètement, Hélène? Alors, d'abord par les infrastructures. Il y a une émergence d'infrastructures, que ce soit des ports qui sont construits aussi bien sur la façade arctique que dans le sud de cet espace. Vous avez des voies de chemin de fer. Je crois qu'il y a le cabinet Pricewaterhouse qui a donné une évaluation de ce qui était déjà signé sur... on en est déjà à une bonne partie de l'enveloppe budgétaire de 1400 milliards qui est considéré comme l'investissement d'infrastructure. Bon, disons qu'il considère qu'il y a à peu près déjà 250 milliards qui sont en cours de réalisation. Donc, dans un temps assez limité, c'est pas si mal déjà. Et puis ça a un effet d'entraînement sur tous les secteurs, parce que quand on construit des voies, après on équipe ces voies, après il y a des échanges sur ces voies, mais c'est la première étape. Alors justement, pour réaliser tous ces projets, il faut des financements, et en même temps que cette Union économique eurasiatique a été créée une banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Ça porte le nom de... dont Xi Jinping, donc le premier chinois, le président chinois, dit qu'elle constitue un pas pour améliorer et réformer le système de gestion économique mondial. Donc cette institution, cette banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, a-t-elle vocation à concurrencer le FMI, la Banque mondiale, les institutions internationales? Là, je pense qu'on aborde un sujet important, c'est que cet espace eurasiatique, en tant que lien entre l'Europe et l'Asie, c'est aussi la possibilité de penser le monde différemment. On pense le monde de façon multipolaire, avec un polycentrisme. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité non plus d'un système hégémonique unipolaire avec une soumission de l'ensemble des espaces à la puissance américaine, mais un développement, disons, peut-être plus pragmatique sur l'ensemble de ces territoires. Et symboliquement, cette banque pour les infrastructures, c'est peut-être une des premières réponses alternatives
à la structuration qui avait été faite de Bretton Woods avec les institutions que l'on connaît, le FMI, la Banque mondiale. Alors justement, Hélène, vous parlez dans l'exposé que vous avez fait au séminaire, vous parlez d'un conflit irréconciliable entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique. Permettez-moi de terminer ma question. Mais que pèse l'Union économique eurasiatique face à l'Union européenne dans ce conflit? C'est pas un conflit irréconciliable, justement, j'ai beaucoup d'espoir en la matière, mais ce qui me surprend, c'est le déni du sujet. C'est un sujet clé, il lie l'Europe à l'Asie, la Chine est quand même la première puissance mondiale, qu'on le veuille ou non, et l'Europe... Depuis récemment. Depuis récemment, mais c'est un fait qui ne va pas avant que... C'est assez irréversible. Hein. Et donc c'est une chance pour nous, cette Eurasie, qui est le lien facile, parce que c'est pas directement facile de faire des transactions commerciales avec la Chine. Enfin, pour avoir rencontré des chefs d'entreprise qui allaient travailler en Chine, c'est pas facile de discuter finance aussi avec des Chinois. Culturellement, il y a un bagage à acquérir. Peut-être les Russes ont-ils plus d'expérience en la matière. Le côté lien avec l'Europe de la Russie, il est quand même ancestral. Donc, et c'est une voie, comment dire, un pont. Se priver de ce pont est vraiment dommage, à mon sens, pour la visibilité de l'Europe sur un espace mondial. Sinon, à vouloir isoler la Russie, on va se retrouver une Europe isolée et une Europe finalement colonisée. Regardez, par le TAFTA par exemple. Puis-je vous poser une question un peu plus politique maintenant concernant cette conflictualité, pas ce conflit, mais cette conflictualité qui va peut-être se résoudre, espérons. Vous présentez donc cette conflictualité comme opposant une Union européenne supranationale. C'est le but de cette construction européenne jusqu'à présent, post-nationale et même post-démocratique, dites-vous. Vous l'opposez donc à l'Union économique eurasiatique qui constitue, dites-vous, une union des nations. Hein, l'opposition entre une union des nations à une union supranationale. Mais les nations qui constituent cette union économique eurasiatique sont-elles plus démocratiques? C'est un grand mot que ce thème de la démocratie. Je ne sais pas si nous avons des leçons à donner sur le sujet au pays de l'Europe centrale, de ces espaces asiatiques, surtout dans une période où on exprime les populations européennes expriment des souhaits par rapport à justement ce problème majeur du TAFTA qui va conditionner la vie des sociétés, la vie des PME, la vie de l'agriculture dans les années futures. Et on voit bien que même si nos dirigeants essaient d'avoir un avis sur le sujet qui est repris dans les médias en disant on va arrêter, etc., au même moment, devant justement au G20, devant les instances chinoises, vous avez M. Juncker qui dit que de toute manière, le TAFTA sera signé avant la fin de 2016. M. Juncker qui a été très démocratiquement élu, comme chacun le sait. Qui est très démocratiquement élu et qui prend des positions très démocratiques sur bon nombre de sujets. Et voilà, donc si vous voulez... Je suis gênée de répondre et surtout de vouloir donner des leçons sur ce thème de la démocratie. Je crois que c'est un thème, on est tous en train de le construire. Alors justement, puis-je vous poser une question grave? Oui. Dans les deux cas, nous venons de voir, l'évolution de l'Union européenne et la réalité de l'Union économique eurasiatique, dans les deux cas, ce qui est perdu, c'est la démocratie. Vous venez de le démontrer à propos de l'Union européenne. Faut-il en faire son deuil et va-t-on vers un monde gouverné par des régimes autoritaires? Alors, ça dépend... Puis-je me permettre de vous poser cette question? Alors, moi, je vous poserai une question. Qui est pour vous un régime autoritaire? Eh bien, un régime autoritaire, c'est un régime où l'exécutif est peu corrigé par les corps représentatifs de l'électorat. Voilà. C'est la réponse la plus simple qui me vient à l'esprit.
Oui, alors moi j'aurais une réponse plus qualitative, parce que j'ai une expérience de vie depuis 10 ans dans ce qui est considéré par beaucoup de démocraties européennes comme un régime autoritaire, la Russie. Et je dois dire que je me sens beaucoup plus libre en Russie comme française qu'il m'est arrivé de me sentir comme française du sud de la France à Paris. Mais là aussi, c'est peut-être une subtilité d'un ressenti, mais quand même d'une réalité qui veut dire quelque chose. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas uniquement quelque chose qui est écrit sur un papier, c'est quelque chose qui se vit. Et vous voyez, je pense que je peux dire à l'heure actuelle que je ne suis pas une exception à dire ces choses-là. Je vois très régulièrement des jeunes Français qui viennent en Russie, qui ont un bagage de formation, beaucoup ont fait Sciences Po ou des écoles de commerce ou des universités, et on leur a présenté la Russie d'une certaine manière. Comme ils font du russe ou comme ils veulent avoir des stages dans des entreprises qui ont un certain dynamisme, ils vont en Russie. Et là, c'est la surprise. Tout ce qu'on leur a présenté, on est allé jusqu'à leur dire que c'était le trou noir du monde, c'est eux qui me racontent. Et en fait, à ce moment-là, vous avez un basculement radical. C'est qu'il y a une perte de crédibilité totale du discours occidental sur la Russie. Et donc, à la limite, c'est presque excessif, parce que dans ce cas-là, ça gomme toutes les hésitations qu'on pourrait avoir, qui pourraient être quand même un peu justifiées. Mais je pense que c'est contre-productif d'avoir cette vision de la Russie qui est donnée dans les médias en France, dans le milieu académique, chez les experts, parce que les gens, quand ils voient la réalité, quand ils voient le terrain, alors ils basculent radicalement. Et ça, vous le voyez, mais sans arrêt. De plus en plus, parce que après, c'est contagieux presque. Les gens racontent, et de plus en plus, les gens ne croient plus la presse en Europe et en France en particulier. Je voyage beaucoup dans les régions françaises, le plus possible, parce que j'aime mon pays et j'aime en entretenir les différentes facettes. Mais je dois dire que je suis surprise de voir ça. Il y a une méfiance vis-à-vis des élites parisiennes, c'est clair, des élites médiatiques, et puis également du milieu de transmission de l'information et de la formation. Et ça, c'est un gros problème dont on ne mesure pas l'impact sur les générations à venir. Donc la connaissance de la réalité est très importante pour aller au-delà des discours Vous avez bien compris en assistant à nos séminaires que notre analyse de l'économie était avant tout une analyse qui se fondait sur un terrain. On peut avoir des idées économiques, on peut connaître des mécanismes économiques, des modèles, des choses comme ça, mais s'il n'y a pas le lien au terrain, ça ne veut plus rien dire. En effet, on apprend beaucoup à vos séminaires, mais revenons donc à notre sujet. Vous dites que l'Union économique eurasiatique n'est donc pas une intégration supranationale, comme l'est l'Union européenne, cette intégration de l'Union économique eurasiatique se différencie de cette... J'espère qu'elle continuera à le faire. Un peu comme un contre-modèle de cette Union européenne. Alors, il est vrai qu'après la chute du communisme au début des années 90, il y a eu une volonté d'indépendance de la part des pays de la périphérie, que ce soit en Asie centrale ou en Europe, vis-à-vis du centre, vis-à-vis de Moscou. Vous dites que c'est pour cela que l'Union économique eurasiatique en est restée jusqu'à récemment à une union douanière, de façon à ce que cette intégration soit une intégration des nations. Mais en même temps, vous dites donc dans votre exposé que le rouble va être amené à jouer un rôle important dans la constitution de l'Union économique eurasiatique, et que le russe, la langue russe, est la langue commune de cet espace. Donc n'assiste-t-on pas à ce que les adversaires de la Russie qualifient de rétablissement de l'Empire? C'est peut-être pas moi qui ai parlé de la langue, mais disons que c'est un lien qui facilite. Parce que la main-d'œuvre des pays qui sont maintenant périphériques de la Russie, cette main-d'œuvre a des notions de russe. Alors, les anciens plus importantes que les jeunes, et la réalité présente, c'est que vous avez une immigration très importante de cette main-d'œuvre dans la Russie. Et donc, ça rend
ça facilite la possibilité de travail. Donc ça, c'est un fait. Je ne dirai pas plus. Il y a quand même aussi, dans le cadre de l'Union européenne, on a des langages qu'on met en avant, en particulier la langue anglaise comme étant la langue de... Qui ne sera plus langue officielle de l'Union européenne depuis le Brexit. Techniquement, non. Mais alors je me pose la question. Là, pour l'instant, on verra. Nous allons étudier la question. Voilà, on demande à voir. Alors maintenant, la question qui me semble peut-être plus sérieuse, mais parce que c'est la question du rouble, c'est la question du système des paiements internationaux. Et je crois que là aussi, on a un instrument du polycentrisme. C'est que le rouble comme monnaie régionale de cette zone eurasiatique, c'est un pas intéressant. Et vous voyez, dans le cadre de notre séminaire, il y a des représentants de la Bourse de Moscou qui assistent régulièrement au séminaire et qui surveillent un petit peu cette évolution du rouble comme monnaie régionale. Et j'ai posé moi-même la question à Victoria Mishima et elle m'a dit... Victoria Mishima qui est une spécialiste de la Bourse de Moscou et qui m'a dit oui, on peut dire maintenant que le rouble est une monnaie régionale. Et c'est assez important parce qu'il y a eu des contraintes imposées à la politique monétaire de la Russie pour rendre possible crédibiliser le rouble comme monnaie régionale. Et donc c'est un certain succès. Et ça, c'est une étape vers le polycentrisme monétaire, puisqu'on a le yuan aussi qui prend une importance considérable sur les marchés mondiaux. Et évidemment, un rééquilibrage avec l'utilisation du dollar dans les échanges. Alors, il faut dire que c'est encore... l'utilisation du dollar est encore majoritaire. Mais si vous voulez, c'est très important parce que à partir du moment où on est dans un espace monétaire polycentrique avec plusieurs monnaies, chaque pôle monétaire est responsable vis-à-vis de ses propres dettes, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Les États-Unis peuvent émettre une dette quasiment infinie. À partir du moment où elle est acceptée comme monnaie sur le reste, comme instrument de transaction. Remplacement de l'étalon or. Alors, remplacement de l'étalon or, c'est peut-être un mot un peu trop radical, mais en revanche, on peut imaginer que se crée un espace de nouvelles relations d'un système monétaire international. Mais vous n'avez pas complètement répondu à ma question, Hélène. Assiste-t-on donc, avec ce vecteur de la langue et la monnaie, à un rétablissement de l'empire régional, mais régional comme un lien, parce que vous avez aussi des accords de swap, la responsable de la bourse nous l'a bien dit, des accords de swap entre le rouble et le yuan, entre même certaines monnaies locales et le yuan, voilà. Donc ce sont des instruments qui ont vocation à faciliter les relations dans un espace, les relations entre personnes, la langue, la monnaie, et les relations aussi commerciales. Donc si je retiens bien ce que vous nous dites, Hélène Clément-Pithiot, l'espace eurasiatique est un espace donc, fondé sur le lien, fondé sur les relations et, la coopération. Voilà, si. Donc c'est merveilleux. Puis-je vous poser une dernière question un petit peu taquine? Dernièrement, le président Poutine a dit son attachement à l'euro parce que la Russie possède 40% de ses réserves monétaires en euros. Ceci explique cela déjà. Et il dit ça après le Brexit. Donc cela veut-il dire que pour Poutine, en tout cas, l'Union européenne est quelque chose qui compte? Ah bien évidemment, justement, moi je considère que le problème est de se détacher de cet espace eurasiatique. Et c'est ce que c'est la stratégie européenne d'imposer des sanctions toujours répétées, de suivre à la lettre le dictat américain. Là, on a une volonté de casser. Et je crois que la main tendue permanente... Avec la crise ukrainienne. Oui, et pas que. Bien sûr. Et donc, sans arrêt, ils remettent dans le jeu. J'ai l'impression que les Russes se disent, bon, un jour, les Européens comprendront que nous sommes un espace désormais à nouveau souverain, et que ça peut être légitime,
que les années 90 sont terminées, qu'on n'est plus là dans un système de prédation généralisée, et que on espère qu'ils le comprennent le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, voilà, on assiste à des acteurs et peut-être des pays européens qui ont quelquefois le regret des années 90 où ils pouvaient arriver à Moscou en donner des ordres, décider tout dans beaucoup de domaines, sans avoir à apprendre le russe d'ailleurs, ce qui est assez notable. Donc on peut dire que les Russes, en général l'espace eurasiatique, a une attitude plutôt positive et de coopération avec l'Union européenne. Sur le long terme, il me semble. Espérons Voilà. qu'ils soient entendus. Espérons. Merci Hélène Clément-Pittiot.